Voilà, bonsoir. Land of Kush, donc un livre de photographie sur le Sud-Soudan, dont Cédric Gerbet va nous parler tout de suite. Alors moi, je voudrais commencer déjà, si tu permets, Cédric, par parler de cet objet, en fait, qui est assez curieux. Pour l'anecdote, je me permets de raconter qu'on l'avait présenté au départ comme une bande dessinée. Effectivement, ce n'est pas du tout une bande dessinée, c'est un livre de photographie, malgré la couverture ici, un petit peu étrange. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de cet effet que tu as voulu donner dans cette couverture ? Alors, le choix de la couverture s'est imposé juste à la fin, en fait. On a fait plusieurs tests et ça s'est fait lors des 2 dernières semaines, avant l'impression du livre, avant la fin de la maquette finale. L'idée était au départ de faire comme tout le monde le fait aujourd'hui dans les livres de photographie contemporaine, c'est que j'avais envie d'avoir juste un titre, de ne pas mettre de photographie sur cette couverture. Et petit à petit, en fait, j'ai eu des retours d'autres éditeurs qui disaient « Mais écoute, ton métier à toi, il est de photographier, de faire des images, de nous raconter des histoires. Et notre métier à nous, il est de vendre des livres. » Et on a constaté qu'aujourd'hui, il était très important d'avoir une photographie sur une couverture pour accrocher le regard lorsque ce livre est présenté, comme par exemple ici dans une librairie. Alors, je me suis dit que cet élément qui devait être sur la couverture, s'il ne serait pas juste un titre, il pourrait être un élément graphique, quelque chose qui permettait aussi d'avoir ce référent visuel qui nous fait penser au Sud-Soudan. Nulle part on a un élément qui, de manière évidente, appelle le Sud-Soudan. Je voulais avoir quelque chose qui nous permette d'y aller, mais surtout ce rapport entre la réalité, la fiction, le fait que une fois de plus, il s'agit d'une thématique qui n'est quasiment pas abordée, dont on sait assez peu de choses, et je trouvais que cette image était assez représentative, et surtout son traitement. Et c'est un peu aussi une icône, on peut dire, du peuple d'Inca, comme ça. On a déjà vu, on a l'impression, ce genre d'image avec ce mât là qui place pour se mettre, je pense, au-dessus de leur troupeau. Et donc c'est quand même quelque chose qui est assez facilement identifiable. C'est un peu une image iconique, non ? Il y a un peu de ça aussi. Alors, pour les Dinka, qui est donc une des ethnies qui est représentée ici, il y a souvent la représentation dans des fumées, qui sont en fait les fumées des bousses de vache. Tu parles du mât. En fait, effectivement, ce mât est important parce que ça permet de voir au bout du bétail, puisque le bétail est très important, il s'étend sur des superficies assez larges. Les Dinka, en fait, ils ont cette particularité, comme les autres ethnies, mais ici surtout eux, de partir avec les différents clans et de se retrouver entre clans pendant la saison des pluies pour permettre aux bêtes de trouver à manger. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour l'objet, mais bon, cet objet c'est effectivement une finalité. Et au départ, il y a un voyage, il y a un départ. D'abord, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu fais partie de l'agence Vue, qui est une agence qui a quand même qui fait pas du journalisme type, quoi. Tu peux nous parler un peu de l'agence déjà, de sa spécificité ? Alors, c'est une agence qui est créée au sein du journal Libération en 1986, je crois que c'est la date de l'année, et qui est créée avec la volonté d'avoir toute forme d'écriture photographique, que ce soit des choses qui sont très contemporaines ou du photojournalisme au sens le plus classique du terme. Ça peut aussi être des photographes de studio ou des photographes qui sont des portraitistes. On a différentes formes d'écriture et on a surtout une représentation de photographes qui viennent du monde entier. Et ça, c'est la particularité. Paris, dans les années 80, était à l'époque encore une des capitales du photojournalisme, ce qu'est New York aujourd'hui est capitale, comme Paris l'est de moins en moins. Et peut-être tu peux nous raconter un petit peu comment toi tu arrives justement à trouver cette agence qui est à Paris. Alors tu es belge, je pense ? Oui. Tu as étudié à Bruxelles ? Oui. Ouais. Et donc, tu arrives comment tu vas présenter ton book, tu débarques et tu dis voilà, je fais de la photo. Tu as déjà commencé avant ou bien Ouais. Comment ça se passe ? Je me suis présenté avec mon premier travail qui était sur le conflit israélo-palestinien. J'avais travaillé pendant quelques années sur place et je suis arrivé avec mon premier reportage au Congo après mon premier séjour passé sur place. Et je les ai rencontrés à Visa pour l'image, au festival à Perpignan, qui est le festival de photojournalisme. C'est comme ça que c'est passé pour moi. Ok.
Et donc à la tête de cette agence, il y a Christian Cojol. Je pense que c'est un nom qui doit parler un peu à tout le monde, qui a écrit un texte magnifique, je trouve, sur ton travail de Congo in Limbo, qui est assez intéressant. Par contre, ici, dans ce livre-ci, tu n'as pas du tout de texte qui parle de ton travail. C'est un texte d'un journaliste qui lui-même, je pense, ne te cite pas. Il n'y a pas de croisement, en tout cas, entre le texte et l'image. Donc c'est vraiment deux pièces indépendantes. Et tu l'as rencontré. Comment est arrivée cette rencontre, en fait, entre... Alors, je rencontre John Lee, qui est donc un journaliste, un reporter pour le New Yorker, qui est donc le magazine américain, et qui a le confort de pouvoir travailler sur la longueur, chose qui manque aujourd'hui dans la presse. Et on se rencontre à la veille de l'indépendance du Sud-Soudan, donc en juillet 2011. À l'époque, je rentre du Nord-Soudan, j'étais dans les monts Nouba, et j'ai une commande du New Yorker pour faire justement cette période charnière de l'indépendance et de travailler avec John Lee Anderson. On travaille ensemble et il n'a pas la possibilité d'aller dans les monts Nouba, d'où j'arrive, où il y a une guerre à la veille de l'indépendance, guerre qui n'est absolument pas médiatisée, dont personne ne parle, et il a la volonté d'y retourner, et d'y aller, pardon. Et il me demande comment faire, et je lui dis, écoute, si tu arrives sur place, tu n'auras pas la possibilité de revenir pour l'indépendance, pour les festivités de l'indépendance. Donc il décide d'y aller plus tard et d'y retourner par la suite. C'est comme ça qu'on se rencontre. Alors maintenant, pour le rapport texte-image que tu évoquais, j'insiste sur cette valeur ajoutée. Je pense que c'est une évidence, la photographie, l'image fixe est un média qui est très limité. On ne raconte que finalement assez peu de choses au final, quand bien même on essaye de narrer les choses avec une série. Et j'ai le sentiment qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Raison pour laquelle, par exemple, dans le premier travail que j'ai fait, Congo in Limbo, j'ai demandé à des auteurs, à des spécialistes de l'Afrique, de bien vouloir écrire quelque chose avec le but de donner une meilleure compréhension, une meilleure sensation de ce qui peut se passer dans ces endroits assez difficiles d'accès. Et c'était le cas ici pour Land of Kush. Chose voulue également, il n'y a absolument aucune littérature qui existe aujourd'hui sur le Sud-Soudan. J'ai réussi à trouver quelques livres sur le Soudan, sur la guerre civile. Il faut dire que le Sud-Soudan arrive et renaît aujourd'hui suite à la plus longue guerre civile africaine, 22 ans de guerre civile. Et j'avais l'envie de faire quelque chose qui pouvait servir, qui ait une trace si quelqu'un cherchait à savoir ce qui s'était passé à cette période de transition. Oui. Donc oui, pour situer un petit peu, ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire du Sud-Soudan, pratiquement depuis les années 60, ils luttent pour leur indépendance. D'abord par rapport à l'Angleterre, à l'Égypte, et puis le Sud par rapport au Nord, les chrétiens, je crois, parce que le Sud est chrétien, c'est ça? Chrétien et animiste. Et le Nord est plutôt musulman, alors. D'accord. Et c'est ça la scission qui se passe un petit peu, je pense. C'est un peu là que se passe le conflit, non? Alors, donc il y a d'abord des velléités d'indépendance, puis d'autonomie. Cette autonomie ne leur est pas accordée. C'est ce qui donne lieu à la première guerre civile, qui se termine entre 72 et 73. Et la deuxième guerre civile commence en 83 et se termine il y a maintenant 6-7 ans, après l'accord de paix qu'on a appelé l'accord de paix global, qui devait mener à un référendum pour l'autodétermination, donc qui devait normalement mener à l'indépendance, ce qui était souhaité par le Sud. Alors, il y a effectivement une différence entre un Nord musulman et un Sud chrétien animiste, mais cette différence n'est pas la plus importante. C'est une volonté de respecter pour les États du Sud et les populations du Sud, de faire respecter le fait qu'ils sont une minorité. Ils ont certains droits, le droit de pratiquer déjà leur langue, et la volonté aussi de pouvoir avoir accès à leur zone et aux ressources pétrolifères, aux ressources pétrolières qui sont dans le sol. Et ça, c'est l'enjeu stratégique aujourd'hui, puisque depuis que le Sud est arrivé à son indépendance, il y a encore et toujours un conflit qui perdure dans les États du Nord, que ce soit au Kordofan du Sud ou dans l'État du Nil bleu. Et c'est vraiment ça la raison pour laquelle aujourd'hui les deux pays ne sont pas en paix.
Parce que les ressources sont dans le sud, je pense, mais les gazoducs sont plutôt passent d'office dans le nord. Je crois Voilà. que c'est ça un Donc, petit peu leur problème. la frontière qui devait être tracée au Et ils moment de doivent l'indépendance. partager, je crois, les ressources Absolument. de manière équitable. C'est ça. Donc, en fait, le Sud a accédé à son indépendance et est parti en fait avec les 3/4 des ressources pétrolières. Le problème, c'est que pour pouvoir faire arriver ce pétrole à la mer Rouge, ils doivent passer par un oléoduc qui passe par le nord. Et le nord prend des droits de passage et le sud dépend à 95% de ces revenus-là pour survivre. Ces 95% sont en fait pour la majeure partie utilisés pour la sécurité. D'accord. Après, tu nous as parlé d'une réalité de terrain. Enfin, tout à l'heure, on en a parlé justement d'accéder à des parties du monde comme ça qui sont pratiquement inaccessibles. Comment toi, tu arrives à un moment donné rentrer dans le pays en tant que photographe? Quelles sont tes voies d'accès je pense que tu arrives d'abord dans un hôpital MSF, c'est ça? Ouais, en fait, c'est assez simple. Hein, donc, quand on est dans des lieux aussi reculés, ou quand on veut y avoir accès, qu'on essaye d'y avoir accès, c'est la logistique qui prime. C'est comment je vais pouvoir me déplacer, comment une fois arrivé sur place, je vais pouvoir, si j'ai besoin d'électricité, y avoir accès. Parfois, ce sont des questions aussi simples et basiques que simplement pouvoir se nourrir ou avoir de l'eau. Et donc, en fait, la structure, le réseau qui se met en place est celui des ONG. J'ai précédemment travaillé avec Médecins sans frontières au Congo, en Centrafrique également. Et ici, pour le Sud-Soudan, j'ai travaillé avec Médecins sans frontières et Vétérinaires sans frontières. C'est avec Vétérinaires sans frontières que j'ai eu accès à ces communautés de vachiers, à ces communautés pastorales. Alors, soit les ONG, soit les agences des Nations Unies, qui ont du matériel et qui ont des avions et des hélicoptères qui nous permettent de nous déplacer. Et alors, ce travail aussi fait une rupture par rapport aux autres, si vous connaissez un petit peu le travail de Cédric Gerberet, qu'il est en couleur. C'est une exception. Donc, le Congo Nimbo est en noir et blanc. 7, que si vous voulez voir les autres livres, ils sont disponibles, on les a ici. Donc, tu as fait un choix de couleur. Tu sais nous l'expliquer, ce choix, un petit peu? En fait, c'est un choix qui s'est un petit peu imposé de lui-même. J'ai plutôt tendance effectivement à photographier en noir et blanc. Ici, j'ai commencé ce travail parce qu'on m'a demandé de remettre une proposition sur un sujet que j'estimais être trop peu représenté, pas assez médiatisé, et de préparer quelque chose en amont, avant que quelque chose se passe. Aujourd'hui, la logique des médias est de réagir à une actualité, de réagir à un anniversaire, ou après que quelque chose se soit passé. Trop rarement, on demande aux journalistes, ou les journalistes s'intéressent à des situations avant qu'il se passe quelque chose. Les différents indicateurs auxquels on pouvait avoir accès nous montraient qu'en fait, à la veille de ce référendum, la situation était dramatique. Les 2/3 de la population n'avaient pas accès aux soins de santé primaires. Il n'y avait encore à l'époque que 50 km de routes goudronnées dans un pays qui est à peu près équivalent à la France pour 8 millions d'habitants. Et ma question était de savoir comment est-ce qu'une population qui avait vécu la guerre civile, où il était impossible d'avoir accès aux soins de santé, où 90% des femmes ne savent ni lire ni écrire, c'est 70% pour la population totale, et que les combattants en fait de la guerre civile se retrouvent être des fonctionnaires qui du jour au lendemain troquent leur Kalachnikov contre un stylo-bille. Comment est-ce qu'un pays comme celui-là, ou comment est-ce qu'une région comme celle-là allait pouvoir devenir indépendante? Et donc, pour répondre à ta question auquel je n'ai pas répondu, la raison, le choix de la couleur vient du fait que le but était effectivement d'avoir une visibilité. Le financement qui m'avait été donné, qui m'avait été offert, me permettait de travailler de manière indépendante, mais après, le but était de donner une visibilité justement à ce travail, et la couleur le permet. Et je pense que ce que tu me demandes de dire, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la vraie raison. Tu peux dire ce que tu veux. C'est que, en fait, je termine le travail sur le Congo en noir et blanc en juin 2010, je repars en juillet 2011, et c'est une évidence, c'est un système, ça fonctionne comme ça. Si je reviens me présenter dans la rédaction un mois après avoir présenté un autre travail, et que j'arrive avec l'Afrique,
en noir et blanc, sur un conflit oublié. Il y avait peu de chances que le travail soit publié. Voilà pourquoi la couleur. Ouais. Bon, on va pas refaire le débat de l'argentique et du numérique. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez courant. Tout le monde utilise le numérique, même justement dans ce genre de reportage, plus de documentaires de fond et tout ça. Donc c'est devenu quelque chose d'assez commun. Et toi, tu fais le choix aussi de travailler le noir et blanc. Tu m'as expliqué, par exemple, par rapport à 7, le noir et blanc en numérique, mais en gardant les effets possibles de l'argentique, quoi. Donc c'est quand même une esthétique que tu veux garder. Comme aussi, par exemple, le papier que tu choisis pour le livre, c'est assez important ici. C'est un papier presque buvard, comme ça, qui boit très fort l'encre, donc qui va atténuer les détails un peu floutés, qui comme tu l'as expliqué, va donner moins de précision, parce que l'image numérique est presque trop précise, hein, c'est ça. Donc il y a quand même une volonté de velouter un peu les choses, d'avoir quelque chose qui ne soit pas justement cette réalité crue et frontale, quoi. Donc il y a quand même cette espèce de recul plus imagé, quoi. Presque dessiné. Oui, enfin, je sais pas. Pour le noir et blanc, pour le Congo, ça s'est imposé, puisque au final, à l'époque, travaillant avec au départ un négatif 24-36, je n'ai que ce négatif-là pour rendre compte d'une certaine forme de réalité. Malheureusement, le film ne peut que rendre compte de quelque chose que j'essaye d'enregistrer. Et un hôpital africain, avec une souffrance, avec la situation qui est celle d'un conflit, de la guerre, il y a d'autres sens qui sont appelés, voilà. Et j'avais envie que si la réalité était sale, voilà, si ça puait, j'avais envie que mon négatif soit au plus proche de cette réalité-là. Donc ça, c'est le travail sur le Congo. On peut parler de celui de 7 donc, que tu abordes. Là, c'est la volonté de retrouver un noir et blanc effectivement en numérique, puisque aujourd'hui, ça devient très difficile de travailler en film. On n'a plus les budgets pour le faire. Et le fait de travailler en noir et blanc avec ce type de fichier, c'est dû au fait qu'il y a aujourd'hui la possibilité de se rapprocher de l'effet du film, puisque le grain est aléatoire, qu'on barre de pixels qui sont, c'est une suite de 0 et de 1, c'est un fichier numérique. Comment est-ce que je fais pour que ce fichier numérique se rapproche du film et donc de la réalité dont j'essaie de rendre compte. À chaque fois, chaque choix est déterminé par une volonté de rendre compte de quelque chose. Pour la couleur, le choix du papier, il y a le toucher, le fait d'avoir un sens supplémentaire qui est en exergue, qu'on peut, voilà, quand on lit un livre. Et c'est un papier qui est un papier non couché et qui a la particularité, effectivement, d'atténuer les détails et de rendre les choses un petit peu plus floues. Puisque aujourd'hui, les appareils photo numériques ont des optiques qui rendent cette réalité bien plus nette que ce qu'elle n'est en fait, le choix du papier permet de revenir à quelque chose de plus proche de cette réalité. Et alors, une question que je me pose par exemple, parce que donc il y a cette différence de netteté effectivement entre le numérique et l'argentique, mais la principale différence aussi qu'il y a entre ces deux méthodes, je crois, enfin ces deux outils, c'est le fait de voir l'image directement après, de la sélectionner, de déjà préparer quelque part la série d'images. Alors qu'avec l'argentique, c'était pas possible, quoi. On devait garder ça en mémoire. Une image, on sait qu'on l'a ou on la passe. Il y a toujours ce doute qui persiste. Et comment tu travailles en numérique alors par rapport à l'argentique? Tu regardes tes images au fur et à mesure, tu tries, tu les effaces, ou bien tu te dis bon, je travaille comme en argentique, je fais les photos, je les regarde pas maintenant et le soir à la limite. En tout cas, moi, j'arrive pas à ne pas regarder, c'est impossible, puisque c'est là. Dur, hein. Il y a bien entendu des avantages au fait de pouvoir voir son image tout de suite. Pas spécialement pour le cadrage, mais plutôt pour la lumière, pour le rendu. Je suis revenu au film pour mon travail que j'ai commencé sur la Belgique, parce que ce que j'aime avec le film, donc c'est cette imprécision, cette incertitude, et il y a cette volonté de toujours continuer. On ne sait pas ce qu'on a, donc on continue à chercher, on continue à photographier, on s'intéresse encore à ce qui est face à nous, et on ne s'arrête pas. Alors que finalement, l'écran de l'appareil numérique nous rassure d'une certaine manière. Il nous dit, bien voilà, tu as une image, et on arrête de chercher. Alors, il y a deux choses. Premièrement, l'écran est trop petit que pour rendre compte suffisamment
bien de ce qu'on a photographié. Donc bien souvent, on ouvre ce fichier sur un écran d'ordinateur et on se rend compte que le résultat n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait sur l'écran de l'appareil photo. Mais surtout, on a arrêté de chercher, on a arrêté de photographier quelque chose et on s'est retourné, on est allé photographier une autre scène. Alors qu'en film, le doute permet de continuer à chercher. D'où l'intérêt du film. Donc c'est pour ça que tu continues aussi en C'est pour Belgique. ça que je suis revenu au film, mais la réalité m'a rattrapé. Et cette réalité, elle est économique et financière. Et donc, je suis en numérique maintenant. D'accord. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose dont tu aurais voulu parler par rapport à ce livre, dont un sujet que j'aurais pas abordé. Non, juste l'importance du sujet, plus que le travail en soi, ce qui s'y passe aujourd'hui, sans vouloir exagérer la situation. On parle d'un conflit, on parle d'une situation, pas simplement de l'indépendance d'un pays, mais d'une situation avec aujourd'hui des centaines de milliers de réfugiés qui sont dans un État qui est l'État de l'unité et l'État de Jonglei, qui sont les deux États au nord du Sud-Soudan, à la frontière avec le Nord-Soudan. On parle de 250 à 300 000 réfugiés et qui subissent encore aujourd'hui les aléas de l'armée nord-soudanaise et de l'aviation nord-soudanaise. Et ça, c'est la réalité actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.